Smile Train Speech Program in Cameroon, Outcomes, Lesson Learned. En guise de programme pour la présentation, nous aurons une introduction et un récapitulatif des activités. Nous allons également présenter les difficultés que nous avons rencontrées depuis le début de la prise en charge et aussi les leçons que nous avons retenues après notre expérience avec les enfants. Et enfin, parler des perspectives pour nous permettre d'améliorer la suite de la prise en charge. La prise en charge orthophonique des patients après la chirurgie des fentes palatines a débuté en 2017 au Cameroun. À cette époque, le programme était basé à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique pendant une année, puis depuis 2019, il se déroule au cabinet d'orthophonie et aussi à We Care Foundation à Yaoundé. Donc, il y a eu des prises en charge faites individuellement et aussi des prises en charge en groupe. Donc, là, dans la suite de la présentation, nous allons détailler et revenir sur tous les aspects qui ont marqué cette période. Je voudrais commencer pour tous les participants qui sont là à définir un peu l'orthophonie, qui est une profession de la santé relevant de la famille des métiers de soins et qui consiste à évaluer, traiter les difficultés ou troubles du langage oral, écrit et de la communication, donc les retards de langage, les troubles articulatoires, les dyslexies, les fonctions oro-myofaciales, donc les troubles du langage dans les parasites faciales périphériques, les troubles de la déglutition, entre autres, et d'autres activités cognitives, dont celles liées à la phonation, à la parole, au langage oral écrit, à la cognition mathématique. Puisque nous parlons des fentes de vélo-palatine, je voudrais faire quelques rappels. Parler dans un premier temps de l'insuffisance vélo-pharyngée. De l'insuffisance vélo-pharyngée découlent de nombreuses erreurs dans la parole des patients. Nous pouvons parler des erreurs compensatoires qui se manifestent par des changements de points d'articulation et ou de mode d'articulation des sons de la parole. Nous avons par exemple des coups de glotte où un son qui devrait être articulé au niveau de la bouche se limite au niveau de la glotte. Par exemple, un P qui peut devenir chez un enfant qui se produit une fente, un Nous avons des fricatifs pharyngés où l'arrêt du son se fait au niveau du pharynx, des fricatifs dorsales où l'arrêt du son se fait entre le dos de la langue et le palais du. Nous avons également des émissions nasales à cause soit de la présence de la fente, soit d'une erreur compensatoire, comme on l'a dit plus haut. Nous pouvons aussi voir chez ces enfants l'hypernasalité ou l'hyponasalité. Pour l'hypernasalité, nous avons une sortie excessive de l'air par les fosses nasales et nous avons généralement des sons oraux qui sont transformés en sons nasaux. Par exemple, pour un enfant qui devrait dire papa, s'il fait l'hypernasalité, il va faire maman à la place. Pour l'hyponasalité, nous avons les sons nasaux qui sont transformés, c'est un peu l'inverse, qui sont transformés en sons oraux. Donc, au lieu de dire maman mange, l'enfant fera baba mange. Après la chirurgie de la fente palatine, le patient peut être comparé à un musicien qui tient un instrument sans savoir s'en servir. Et donc, l'orthophoniste sera son instructeur dans ce processus d'apprentissage. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, à cause des erreurs compensatoires, vu que les structures de l'enfant n'étaient pas en place, il développe d'autres habitudes pour pouvoir produire les sons. Ce qui fait que lorsqu'on la chirurgie est faite et qu'on repart le palais, il n'a pas forcément encore la bonne méthode pour pouvoir utiliser et produire les sons tels qu'il faut. Donc, la finalité de toute la prise en charge, c'est aider l'enfant à réussir son insertion sociale et scolaire.
nous voulons également faire un rappel sur la métaphore de la porte pour mieux comprendre, pour mieux aider les uns et les autres à comprendre le rôle du voile du balai dans la production des sons. Donc, le voile du balai sera représenté comme une porte dont la position ouverte, mi-ouverte ou fermée va jouer un rôle essentiel sur la production des sons. La production des sons oraux ou sons de haute pression, par exemple les de, que, v, z, ch, nécessite une The élévation du production of voile. oral sounds, of high pressure sounds, pa, Et pa, c'est- t, d, k, g, et c'est- requires a raising of the palate veil to prevent the passage of air through the nasal cavity, so the air flows to the mouth. In the presence of the En cleft lip and présence palate, des... even if the door is closed, because we've talked about the metaphor of the door, the raised veil. So, en présence de la fente la plus palatine, même si la porte est fermée et que le voile est élevé, le trou ou bien la division palatine laissera passer de l'air dans les fosses nasales avec des conséquences néfastes sur la parole. Nous faisons un rappel anatomique pour montrer quelques points des zones résonantielles pour les différents sons. Nous avons le voile du palais, le pharynx, le larynx, la mâchoire, la langue, les lèvres et les fosses nasales. Ce sont les différents points résonantiels pour les différents sons de la parole. Maintenant, nous voyons les activités que nous avons menées lors de toute la prise en charge. Nous avons premièrement eu des entretiens avec les parents et ce moment nous a permis de récolter des informations sur les conditions de vie et sur l'évolution de l'enfant depuis la naissance. Nous avons organisé au cabinet d'orthophonie des séances individuelles et des séances collectives pour une dizaine de patients. Et à la Fondation Wigger, un programme, un speech camp s'est déroulé avec 8 patients. Nous avons travaillé avec succès sur l'acquisition et le positionnement des sons tels que se, de et que, entre autres. Quelle méthode nous avons utilisée pour cette prise en charge? Les patients ont été évalués selon le protocole transmis par SmileTree. Nous nous sommes basés sur la hiérarchie proposée lors des séminaires de formation de SmileTree. Nous avons travaillé dans un premier temps la discrimination en utilisant les photos. Qu'est-ce que la discrimination? Lorsque nous avons, par exemple, un enfant qui, au lieu de produire le son fait un coup de glotte et fait la discrimination va consister ici à montrer une image à un enfant de la tête d'une personne, ça peut être un dessin, pour que ce soit un peu plus rigolo, et produire le son, c'est-à-dire le praticien produit le son, par exemple, et demande à l'enfant, selon lui, à quel niveau de la glotte, de la gorge, ou alors de la bouche, est-ce que le son a été produit. Donc cet exercice-là se fait de façon répétitive jusqu'à ce que l'enfant comprenne le positionnement idéal pour chaque son. Donc c'est ça, cette étape qu'on appelle la discrimination. Une fois que l'enfant a intégré qu'un son, par exemple, le peur va se produire au niveau des lèvres, ensuite les autres étapes de la rééducation peuvent débuter. Ainsi, après la discrimination, il y a le travail sur les sons isolés. On utilise par exemple la technique sensorimotrice. Bon, la technique dépend du son que l'on recherche. Par exemple, on prend toujours l'exemple du son peur. On utilise le bras pour démontrer la provenance de l'air et le trajet que l'air doit suivre jusqu'à la sortie pour pouvoir produire le son. L'enfant pourra par exemple. Donc cet exercice est répété plusieurs fois jusqu'à ce que l'enfant puisse intégrer cela. Et ensuite, on passe aux syllabes avec la technique de Asimedo ou bien d'autres techniques. Après les syllabes, on passe aux mots et cela se travaille toujours avec des images. Et ensuite, les phrases et après la conversation. Donc, toutes ces étapes doivent être suivies de manière stricte pour pouvoir espérer une bonne évolution dans la prise en charge. Si par exemple l'étape de discrimination n'était pas faite, ça entraînerait des soucis dans la suite de la prise en charge.
Les séances ont été faites en présence des parents qui ont participé de manière active pour permettre un suivi à la maison. Nous avons également mis sur pied un groupe WhatsApp. Nous avons régulièrement partagé des vidéos de séances pour également permettre un meilleur suivi à la maison. Donc, il est question que les parents, après, quand ils arrivent à la maison, qu'ils regardent dans le groupe WhatsApp et qu'ils voient encore, qu'ils revoient les vidéos de la séance avec le praticien, avec l'enfant et eux-mêmes pour pouvoir retravailler à la maison, vu que le temps des séances au cabinet n'est pas très très long. Nous avons, dans le cadre de cette prise en charge de cette formation, participé à 3 séminaires organisés par Smart Training. Le premier, c'était à Accra en 2017, où la formatrice était Miss Nana, qui nous a donné la parole tantôt, et à Yaoundé en 2018 et à Abidjan en 2020 avec le professeur Kenny Crowley, qui nous a fait l'honneur de nous transmettre son savoir-faire. Ce qui nous a permis véritablement de progresser en ce qui concerne l'apprentissage et l'utilisation des techniques de rééducation. Ces séminaires, à la fois pratiques et théoriques, nous ont permis de nous remettre à niveau en ce qui concerne les informations relatives à la prise en charge orthophonique dans le cas particulier de la fente maladie. Donc, nous avons pu revisiter l'anatomie et la physiologie des muscles impliqués, l'identification précise des différentes erreurs. Ça veut dire que lorsque nous écoutons l'enfant parler, nous devons être capables d'identifier toutes les erreurs possibles que l'enfant fait, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut établir un programme de rééducation assez clair et précis pour pouvoir remédier à cela. Donc, après, il y a eu la phase d'apprentissage des techniques, apprendre aussi l'alimentation des enfants atteints de fente palatine, mais aussi l'implication des différents syndromes. La réussite de certains de nos objectifs nous a permis de comprendre que cette prise en charge a véritablement sa place pour ces enfants. La preuve, c'est que nous avons eu plusieurs témoignages de parents sur l'impact dans les apprentissages et dans la socialisation des enfants. Tous les enfants avec lesquels nous avons travaillé ont de très bons résultats à l'école et parviennent à s'intégrer de façon progressive. Vu que nous sommes régulièrement en contact avec les parents, nous avons des informations au fur et à mesure. Nous avons également constaté lors de cette prise en charge que le fait de mettre des enfants en groupe permettait aussi de susciter une certaine émulation dans le travail. Certains qui étaient un peu en retard peuvent voir les autres fournir des efforts et également s'y mettre un peu plus. Nous avons également constaté que la régularité des séances est très très importante parce que pour certains enfants qui n'ont pas été réguliers, les résultats ont toujours un peu tardé. Donc, sur ce, nous avons régulièrement parlé avec les parents pour les encourager à être de plus en plus réguliers dans le travail, que ce soit en cabinet comme à la maison pour le suivi. Ici, nous voyons des images du séminaire de Abidjan, ici, avec le professeur Kate Crowley lors de l'apprentissage justement de techniques. Nous allons maintenant parler des difficultés que nous avons rencontrées depuis 2017 avec la prise en charge des patients. Le lieu de résidence des patients est toujours d'ailleurs une bonne difficulté. Smart Train offre les soins à une multitude de patients qui sont répartis sur l'étendue du territoire, en ce qui concerne la zone sémaculaire de Cameroun en particulier. Et notre difficulté aussi, c'est que nous ne sommes pas nombreux praticiens pour l'instant. Du coup, les prises en charge sont concentrées à Yaoundé. Et le fait que les gens habitent à des milliers de kilomètres ne facilite vraiment pas la tâche de pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier de ces séances-là. Mais dans la suite, comme il a été dit en perspective, nous avons des propositions pour cet aspect. Une autre difficulté est, comme nous avons souligné tantôt, la non-régularité aux séances pour certains patients à cause des problèmes de transport ou encore le manque de planification par les parents qui sont occupés à d'autres activités. Lorsque les parents sont par exemple commerçants, il leur est parfois difficile d'abandonner leurs activités pour amener leurs enfants en séance.
Donc, c'est une difficulté que nous rencontrons souvent. Et le souci également de planification et de collaboration entre les professionnels n'a pas permis d'organiser plus de speech camps pour pouvoir permettre que le bon nombre de patients soient touchés. Pour le cabinet d'orthophonie, par exemple, l'année dernière, il était prévu que nous fassions un speech camp au nord, mais la communication n'a pas été très bonne. Du coup, on ne s'est pas entendu sur les dates. Et nous avons loupé cette occasion et nous espérons que dans les jours à venir, nous allons réorganiser cela. En perspective, nous aimerions beaucoup pouvoir organiser des speech camps dans différentes régions pour avoir l'impact sur un plus grand nombre de patients et ainsi pouvoir faire un suivi à distance à travers Internet. Il est question ici pour nous de savoir quand est-ce qu'il y a des campagnes dans les différentes zones du pays et d'aller faire un travail avec les professionnels qui sont sur place et faire un travail avec les parents pour pouvoir assurer un suivi et une coordination, même à distance, à travers les réseaux sociaux. Et donc, nous aimerions également construire les séances avec les patients parce que la plupart d'entre eux, à cause de la période de Covid, ont arrêté et n'ont pas encore repris. Donc, nous espérons que dans les brefs délais, nous allons relancer avec les prises en charge. Donc, sur ce, je vous remercie activement pour votre attention et je vais me soumettre à vos remarques pour pouvoir améliorer et aussi répondre aux questions que vous aurez. Donc, merci beaucoup. Miss Nana. Allô? Yeah, thank you very much, Mr. Aman Ngunguchi. Thank you so much for telling us or taking us through how you have been supporting children with cleft lip and palate who have had a repair and need speech therapy in Yaoundé. Thank you for outlining how you go about the training and supporting the work that you do for these children. I think listening to what you're saying is quite similar. A lot of the things that you do quite similar, I guess, we also do training here, a lot similar to some of the things that we have been doing. Now, I'm going to open the floor for questions and comments, but I want to ask my first question. Something that's caught my ears, you said something about not being able to organize speech camps and the need for MDT for organizing speech camps. And I'm wondering what you mean by that. What do you mean by not being able to organize speech camps because you don't have all the people, the team to come together to be able to do an MDT for children who've had their cleft repaired? Okay. What I can say for that is the speech camp that I want to organize is not in my town. I want to organize it in other town because I said in the presentation that there are many children that had the operation, but they can't find money to come at Yaoundé to do the sessions. So what I want is to collaborate with other practitioners which are out of Yaoundé to organize it in their town. That is the difficulty that I was talking about. I don't know. So these are other people like you who have done the training in other parts of Cameroon or Yaoundé. Yes, but they are, for example, there are some patients in North Cameroon. Okay. Yes, there is no speech therapist there, but the children they have speech disorders after the operation. But for me to go there, I need some organization with hospital who are there.
I don't know if Okay. you is what I'm saying about. Okay. Okay, I'm opening the floor. I don't want it to be just a discussion between me and Amand. We have 58 people here. Certainly there should be some questions and some comments. So the floor is open. I haven't found any questions yet. Are there no questions? Any comments? Well, Amand, it seems to me like you've done a very good job, and so maybe nobody has any questions that they want to ask. Okay, it's a hand up. Valerie? Valère? Okay, let me just check your question. Miss Nana, there's a question in the Yes, I've just sent the question, but I need it to be translated. Yeah, 1 second, please. We will translate it now. Thank you. Yes, I can hear you. So the person is saying, I'm Sylvain Kouyaratoué. We have more than 500 dialects, and as you pointed out in your presentation, all the patients are spread over almost the entire country. The DRC is advocating to start a speech in a future process, and SmileTrain will not be able to train professionals from these different communities. What advice can you give? Vous pouvez traduire la question en français, Dr. Nicole, pour que je sois sûr de bien En répondre. français, il dit, je suis Sylvain Kouyaratoué de Hill Africa, Goma, RDC. Dans notre pays, nous avons plus de 500 dialectes et comme vous l'avez souligné dans votre exposé, tous les malades sont répartis sur la quasi-totalité de l'étendue. La RDC est en train de préconiser commencer l'orthophonie dans un futur proche, mais SmileTrain ne saura pas former des professionnels en provenance de ces différentes communautés. Quels conseils pouvez-vous donner? Ok. Et donc, ce qu'il veut dire, c'est qu'ils veulent former des orthophonistes et SmileTrain ne sera pas concerné par la formation. SmileTrain ne pourra pas former des professionnels dans toutes ces communautés. Ok. Donc, quel conseil vous pouvez donner? Docteur Nina, je peux expliciter la question? Oui, s'il te plaît. Oui, en fait, ce qu'il veut dire que par rapport à la difficulté linguistique, c'est-à-dire comme on a plusieurs dialectes et que la plupart des patients ne comprennent pas le français. Alors, comment est-ce que, et puis le fait que SmileTrain ne saura pas former les professionnels en orthophonie dans ces différentes langues, c'est un peu ça la question qu'il est en train de poser. Ok, merci. D'accord. Ok, je comprends bien la question. Déjà, c'est une question qui se pose généralement en orthophonie, pas seulement pour les cas d'infants palliatifs. La plupart du temps, pour le cas particulier de SmileTrain, ce n'est pas un travail sur la langue, sur le dialecte qui est fait, c'est un travail sur le son. Et donc, lorsqu'il y a déjà au moins un professionnel qui est présent et qui peut s'entendre avec les adultes qui sont autour du patient, il y a possibilité de faire en sorte que l'enfant produise ce son. Parce que ce qu'on demande à l'enfant de produire, ce n'est pas la langue française, ce n'est pas la langue anglaise. C'est un son qu'il peut produire dans n'importe quel. Un son est utilisé dans n'importe quel type de langue. Il suffit qu'avec la personne qui accompagne l'enfant,
Quand, par exemple, il produit un son comme le P, quand on dit à l'enfant dans son dialecte qu'il essaie d'imiter le professionnel qui est en face de lui et qu'il fasse. Vous voyez que cet exercice-là, ce n'est pas un exercice de Sorry. langue. Oui. Ce n'est pas un exercice de langue. Maintenant, dans la suite, lorsque l'enfant réussit à produire les sons et les syllabes, pour pouvoir produire des mots, il peut également les produire dans sa langue maternelle. Ça veut dire qu'un travail doit être fait avec au moins un professionnel pour pouvoir trouver les mots de la langue maternelle qui contiennent les sons sur lesquels on aura travaillé avec les enfants. Donc, généralement, c'est de cette manière qu'on procède. Je ne sais pas si j'ai bien répondu ou bien s'il faut apporter d'autres précisions. Okay, and if I may add, I'm not sure whether people, Amand and the other people are trained as speech and language therapists, or they are trained as therapists to support speech, to support the speech for children who have had cleft surgery only. So like they are focused on supporting children with cleft lip and palate repair. But for Sylvia, I think I think the important thing to remember is that you are working with sounds, not necessarily language yet. You are working sounds. So if you are doing sounds, then and you understand, I think what he talked about earlier, even though I missed part of it in French, he talked about earlier about your oral and your nasal cavity and how the velum works between these two compartments. If you have an understanding of how that works, then you are focused on sounds, then it doesn't matter the language that you are supporting. If you have the parents there to tell you that, okay, this sound is not correct in my child when my child says it, and that this is the correct way, so the parent can model the target sound for the therapist so that you know what you are focusing on and what your target is. Then you will be able to help that child irrespective of the language. That's what I believe, because you are using sounds now to start. And then once you've got the sounds, then you begin to fix them into the words or the syllables. So you start with the sounds. So I think if they focus on doing sound work initially, then it wouldn't really matter the language you're working in. We have sounds like ch and sh, which are similar, for example, in my language, similar to that of English. So if the child is having a problem with words that sound like shine, we also have sh, and which is a word in my language, which means to burn. So the sh is what we will be focusing on, and that would be okay for the child to be able to understand and for the parents to also understand. So I think if you're looking at it from a sound perspective, then irrespective of the 500 dialects or languages, you should be able to work it with the support of your parents who have the target sounds. Thank you. Okay, so there's there's another question. The other one, before I go to the new one that's come up in French, she says, this is from Isiolua Oketade. I'm not sure I've said that right. I'm sorry, I couldn't follow well on the discussion. However, if I may, what is your experience on patients who don't seem to improve after speech therapy sessions? What do you do, Mr. Amand? So if the client is not improving after speech therapy sessions, what do you do? So this is the question for you, Mr. Amand. Okay. When you have patients who don't improve after speech therapy session, the recommendation is to send back the patient to the OIL doctors to look at the velum to see if the velum is moved very, very well. Because
it can be an EVP to look if the envelope is too short or if the envelope is not move. Sometimes the patient will need another surgery. So that is what we are doing when the patient don't improve. But I didn't have those cases now. That is what I know after the smart train speech problem. This is what I can say for that patient. Again, sorry. I can say it in French to be more clear with my ideas. Donc, je disais que lorsque, en principe, un patient, après avoir suivi des séances de rééducation sur un certain temps, ne s'améliore pas, donc on est peut-être en présence d'une insuffisance vélo-pharyngée, dont la recommandation à faire, c'est peut-être de renvoyer le patient chez le médecin ORL pour qu'on fasse une fibroscopie pour vérifier si le voile bouge vraiment comme il faut, ou alors si le voile est peut-être trop court, pour voir s'il nécessite une autre chirurgie. Mais pour l'instant, avec nos patients, nous ne sommes pas encore arrivés à ce point-là. Donc ça, c'est ce que j'ai retenu de ma participation aux différents séminaires en ce qui concerne l'insuffisance vélo-pharyngée. Mais il faut effectivement que le patient ait suivi plusieurs séances de rééducation et bien faites. C'est-à-dire qu'il faut que les séances, qu'on soit sûr que les séances ont été faites selon la chronologie indiquée. Et dans ce cas, maintenant, on peut pousser au niveau de l'insuffisance pour rechercher. Donc, voilà un peu. Okay. I hope that's all. You already said that in English, didn't you? So you already explained that in English. Yes. Yeah. But can I add also that, and I think that's why I checked before whether it's a speech and language therapist or it's somebody who is just looking after children who have had a cleft repair. Because before you start working with the child, you really need to have performed that oral examination, which I'm sure that you may have been taught in the training. You need to perform that oral examination to determine whether the problem is structural or functional. So you need to get some indication or some idea of what the issue is and whether it is the therapy, any further surgery will support further improvement or not. So it's very important that you do that assessment and discuss that with the surgeon. So if you do that assessment and you think, okay, maybe the pharyngeal wall is to the posterior pharyngeal wall is a bit too far back and there's too much of a gap, or it is not moving, the velum is not moving well enough, and you need to discuss that with the surgeon. Then you discuss that with the surgeon as soon as possible so that they think about organizing a secondary surgery for that child to be able to close the gap a little further. So it's important that we do this oral examination and be a little bit more clear of how we'll be able to support this child before we pass them through the therapy. So if in your experience you are working with a child and nothing is happening and everything is sorted, as far as you are concerned, everything is sorted, then I would suggest that you look at other situations, check the child's background, what's happening in their home environment, what's going on. Is there anything that is making it difficult for that child to be receiving therapy? Because, you know, we get into a clinic and then you may have the child with you in the clinic receiving therapy, but so much may have gone on in the child's home environment or school environment or whatever, which is making it very difficult for the child to focus and be able to
assimilate maybe some of the things that you're doing. So that's what I would add to what Mr. Armand had to say. Okay, so the rest are in French. So can our interpreter please help us with that? Yes, the next question is from Mr. Martin Luther Guichet. He says, thank you for the presentation. Given the geographical dispersion of patients' home, what is the level of attendance at your patient's appointment in your program? And also, how do you organize yourself to ensure the end-to-end sessions? Okay. Please, can you translate it in French? In French, he says, merci pour la présentation. Pour la dispersion géographique des domiciles de patients, quel est le degré d'assiduité au rendez-vous de vos patients dans votre programme et comment vous organisez-vous pour assurer les séances de bout en bout? Ok. Disons que pour la dispersion géographique des patients, ils habitent assez un peu dans tous les coins de la ville, mais ce qu'on fait, c'est que comme on a un groupe WhatsApp et qu'on a les numéros, on peut échanger. Tous les patients ne viennent pas tous les mêmes jours. On arrive à échanger pour trouver les jours de rééducation qui conviennent en semaine. Mais pour le samedi, parce que compte tenu des difficultés que j'ai évoquées tout à l'heure, on s'est également entendu sur une séance de travail le samedi qui permet à ce moment à ce que tous les patients viennent se regrouper au cabinet et on passe dans cette séance de travail en groupe. Donc, ce que je fais, c'est qu'en semaine, en fonction des disponibilités des uns et des autres, chacun a son rendez-vous en semaine. Pour ceux qui peuvent, ça peut être le même jour, mais le samedi, tout le monde, effectivement, a le rendez-vous. Maintenant, pour s'assurer que les patients viennent régulièrement, c'est des motivations qu'il faut faire. Il faut discuter avec eux régulièrement dans le groupe WhatsApp, les motiver, envoyer des exercices de travail. Et généralement, aussi, on commence à voir des résultats. La plupart des patients sont toujours présents et sont réguliers. Donc, lorsqu'un patient n'est pas régulier, on l'appelle pour savoir qu'est-ce qu'il y a comme problème, qu'est-ce qu'il y a comme souci et quand est-ce qu'on pourra répondre. D'autres patients qui sont, par exemple, qui ne vivent pas, j'avais par exemple un patient qui vit à Douala dans son autre ville. Et lui, dès que les vacances sont terminées, il est obligé de repartir dans sa ville pour poursuivre les études là-bas. Et donc, jusqu'à ce que les vacances arrivent, il peut revenir pour qu'on continue les séances. Voilà un peu comment c'est fait. Hello? I think there's another question in French from Barbara Delage. She says, sorry, unfortunately, I arrived at the end of the presentation. Does Armand see a problem starting speech therapy exercises only at age 1.5 years old, when the operation of the palate would not be done before? She asked two questions, I think. Okay. The second question, she said, I would like to know if surgeon would not want to operate at the palate before age 1.5 years old, increase the risk of language problems. In French, she says, malheureusement, je suis arrivée à la fin de cette présentation. Est-ce que Armand voit un problème à démarrer des exercices d'orthophonie seulement à 1 an et demi, quand l'opération du palais n'a pas pu se faire avant? Et sa deuxième question, c'est, je voudrais en fait savoir si les chirurgiens qui ne veulent pas opérer les palais avant l'âge d'1 année et demie augmentent le risque de problèmes de langage chez l'enfant. Okay. Bon, pour la première question, je pense qu'il n'y a pas de souci à commencer une prise en charge tant que le palais n'a pas été opéré. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a
c'est vrai qu'il y a des erreurs compensatoires, mais il y a aussi généralement du placement pour les sons, c'est-à-dire placement articulatoire. Au moins, ces exercices peuvent être travaillés en attendant que le palais soit réparé. Maintenant, pour la deuxième question, je ne pense pas que le fait de ne pas opérer, je ne suis pas chirurgien, mais je ne crois pas que le fait de ne pas opérer très tôt, c'est-à-dire avant 2 ans, est un problème. C'est après, je pense qu'à partir de 3 ans, si après 3 ans, l'opération n'est pas faite, que le délai commence à être un peu grand. Donc, si l'enfant peut être opéré dans la zone de 1 an et demi, 2 ans, je pense qu'il n'y a pas vraiment de souci. Ça dépend de chaque praticien et ça dépend surtout de l'équipe qui gère ces patients. Donc, c'est pas peut-être d'autres personnes, docteur Nicole pourra peut-être apporter plus de précision pour cette question. Mais comme on l'a dit, même si l'enfant n'est pas opéré, les séances peuvent se faire et on peut apprendre à l'enfant les bons placements, les bonnes manières pour produire les différents types de sons. Et quand l'opération est faite, le travail peut continuer. Donc voilà tout ce que j'ai à dire. Allô, docteur Nicole. Okay, so can I add to that as well? I think the standard, generally, I understand the standard in many parts of the world is to look at repairing if you have a lip, a cleft lip. The standard around the world now, I think, is generally to try and repair it by 3-4 months. And then if the child has a palate as well, then to try and repair it by 9 months, by the age of 9 months. And the reason for that, I'm sure you will all understand, that in the early part, before 4 months, the child starts babbling. And babbling is an extremely important precursor for speech. So the child needs to babble, the child needs to make sounds with their lips, the child needs to make all those purring sounds and all those raspberry, like those and all those funny sounds they make with their lips. They are all very important things that the child needs to do before speech happens. And palate is by 9 months, because from about that age, the child is also learning to talk. Many children are able to say mama or baba, or say some sounds, puts the, they putting the babbling sounds together. So now they are making those, what they call the babbling sounds that come together to make the CD sounds, like the ka, 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 ma, 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 da, 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 and all those sounds. You need your velum to be working at that stage. And by 9 months, many of these children are making those advanced babbling sounds. So it's important that they are able to do this. And I think there has been one lecture before that talked about the importance of how language is impacted upon. And so if it is not done before, by 1.5, many children are already talking. So that if it is not done by then the child will learn unusual ways of talking. So they'll be trying to talk from their throat instead of from the velum area for the back sounds, and they'll be making all the front sounds go back and all of that. So it's important that it's done, to coincide with the natural development of the milestones, speech milestones or communication milestones for the child. So that is, I know that is the norm now,
that they target the surgery so that it corresponds with what would normally be the milestones for the child. So 1.5, I think, is really outdated. By now, many of the children are, the surgery is done much, much earlier than that. Thank you. Thank you, Mr. Sorry, I'm sorry, what were the next questions, and have you answered them? I'm seeing a question here. I'm not Valère. sure if you answered it. Yeah. Okay, let me translate then. Okay. So, I don't think so. Armand, tu as répondu à la question de Valère Mbonji qui demande, nous avons besoin de beaucoup de sensibilisation et ces pathologies existent, mais nous sommes très souvent mal orientés sur les prises en charge. Est-il possible de faire des collaborations avec d'autres corps de la médecine? So the question is, we need a lot of sensitization. These pathologies exist, but we are very often badly oriented for the treatments. Is it possible to make collaborations with other medical bodies? This is the question. So up to you, Armand. Oui, c'est une bonne question parce que effectivement, pour beaucoup de personnes encore dans notre pays ou bien dans d'autres endroits, et j'en vois encore ces problèmes comme des difficultés, des pratiques de sorcellerie et plein de choses. Les gens ont encore beaucoup d'appréhension dessus. Et donc, cette collaboration, comme on l'a dit, quand on a commencé depuis 2017 et petit à petit, nous sommes en train de travailler avec les médecins ORL pour pouvoir faire de plus en plus connaître ce qu'il y a. J'ai par exemple fait une présentation le mois dernier avec l'association des chirurgiens pédiatriques du Cameroun pour faire une présentation sur la prise en charge des patients souffrant des grandes maladies et ça a permis de pousser la collaboration avec d'autres médecins, des pédiatres surtout. Et donc c'est autant de sensibilisation que nous devons continuer à faire pour qu'au fur et à mesure les gens comprennent réellement quels sont les enjeux pour ce genre de troubles. C'est un peu ce que je peux dire. Miss Nana, there's no more questions. Over to you, please. Miss Nana, can you hear me? Okay, thank you. I think I saw a message by Nicole Buba. Did Nicole say she wanted to contribute to this, to the response to this question? No, I'm Nicole Buba. I was trying to answer to one of the attendees who raised hands. So that's it. Thank you. Oh, okay. So we are done. Yeah. Yeah, but I thought I saw a few hands. Oh, the raised hands have all been lowered. Okay. I think earlier I saw some raised hands, but they are all lowered now, so that's fine. Okay, so are these all the questions we have? No more comments? All right, so thank you very much, Mr. Armand Igoubi, and I like the idea that the parents are present when you do the therapy so they can follow on when they go home. And the WhatsApp is also a great idea. And I'm hoping that, you know, at some other time we'll be able to talk a little bit about new ways of working
the like online working and how we support some of these children with who need speech therapy. So thank you very, very much.